Arriver à la deuxième session de notre événement. Tout d'abord, je vais demander à Julia du secrétariat du CICPM pour qu'elle donne des informations quant à l'ordre du jour. Julia, vous avez la parole. Merci beaucoup, Elisabetta. Bienvenue à tous à cet événement public. Je suis Julia du secrétariat du CSIPM. Je voudrais rappeler à tous qu'aujourd'hui, nous avons l'interprétation en anglais, espagnol et français. Afin que vous puissiez écouter l'interprétation, vous devez, en bas de l'écran, vous avez un petit icône et vous pouvez choisir la langue. Afin de faciliter une communication efficace, je vous rappellerai que si vous souhaitez intervenir, vous utilisez la fonction à la petite main pour demander la parole, que vous trouvez aussi en bas à droite de l'écran. Il est important de vous rappeler de parler clairement et pas trop vite afin que les interprètes puissent traduire de façon adéquate et que vous avez aussi, si vous avez des écouteurs avec un micro incorporé, utilisez ce type d'appareil parce que cela nous permet d'avoir un son plus clair. Et si vous pouvez être situé dans une salle ou dans un endroit suffisamment tranquille afin qu'il n'y ait pas trop de sons annexes. Je vous rappelle que les interventions seront enregistrées et donc, si vous avez des questions à vous poser, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Julia. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Bonjour et bon après-midi. Donc, ces deux amendements ont été organisés par le groupe de liaison du CSPI pour la réponse autonome des peuples au sommet sur le système alimentaire de l'ONU, et avec aussi organisé par le groupe international d'experts du système alimentaire sur le système alimentaire durable et le groupe de travail des peuples sur le partenariat. Et toutes les parties intéressées. Je m'appelle Elisabetta Agostini Racine, je suis présidente du Conseil national sur l'alimentation au Brésil et membre du PES Food, c'est-à-dire le groupe international d'experts. Donc, nous allons parler des systèmes au sommet sur le système alimentaire qui aura lieu prochainement et l'organisation des différentes des différentes. Donc, nous avons d'abord écouté la présentation sur le multipartenariat et la mise des entreprises sur le système et l'impact sur ce sommet. Et aussi, nous allons avoir une intervention sur nos personnes, sur ce qui se passe en Afrique. Nous allons d'abord avoir l'intervention de Jennifer Clapp, professeure chercheuse canadienne à l'Université de Waterloo, membre d'IPES Food. Jennifer va présenter le rapport d'IPES Food pour l'influence des entreprises sur la gouvernance du système alimentaire et comment la contrecarrer, s'y opposer. Ensuite, il y aura une intervention de Shalmali Guldal, directrice exécutive de Focus on the Global South et également membre d'IPES Food et aussi elle est membre du groupe de liaison. Et elle va parler donc de ce sujet. Et finalement, Sefou Sami de la Marche mondiale des femmes
et qui est directrice exécutive de l'Institut de recherche et suivi sur pour l'Afrique, de l'impact national en Afrique, le sommet sur les systèmes alimentaires. Et ensuite, Mamadou Goïta. Merci. Ils sont tous membres aussi du Best Food. Donc, je remercie les intervenants et ensuite, vous pouvez poser vos questions soit sur le chat, soit après les présentations. Ensuite, nous aurons une deuxième partie qui consistera dans une table ronde de dialogue, à savoir comment aborder ce sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires et quels sont les différents cadres et les stratégies pour intervenir. Et ensuite, nous aurons une autre opportunité pour faire des propositions d'alternatives. Bien. Donc, je vais citer la parole maintenant à Dee Wood, qui est de l'Alliance des travailleurs de la Terre au Royaume-Uni, qui est membre du LBC et il va nous présenter le scénario, en quelque sorte, le cadre, et pour savoir comment on peut contrôler, puisqu'il y a une mobilisation au sommet qui a une situation très pessimiste. Donc, j'invite Dee Woods pour qu'elle partage son analyse sur ce sujet. Dee, vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc, c'est une analyse et des déclarations que je vais faire sur ce sujet. Et le 24 et 25 juillet à Rome, le UNFSS plus tout est un moment. Le secrétaire général a proposé que l'autre soit l'Italie en collaboration et avec les différentes agentes onusiennes. Ce moment aura la citation de différentes personnalités, des États membres, des fonctionnaires de la FAO et d'autres organisations. Le UNFSS plus 2, c'est-à-dire le sommet sur le système alimentaire des Nations Unies plus 2, va répéter une fois de plus les échecs du sommet en lui-même. Et cela va ouvrir la porte des Nations Unies à une influence beaucoup plus forte des compagnies et de leur réseau, sans aucune responsabilité un cadre de responsabilité et des entreprises soient mises en place. On ignore les besoins et les droits et on met l'accent sur un modèle qui ne tient pas compte des intérêts publics. Et donc, les mouvements sociaux, les jeunes, les femmes, etc., n'ont pas ont des propositions concrètes. Et par exemple, la souveraineté alimentaire, la biodiversité, les agences de jeunesse, la justice climatique et la justice économique et sociale. Toutes ces propositions ont été négligées continuellement par le sommet au cours de sommet en 21 et 23. Et donc, cela augmente la faim et la mauvaise nutrition. Et il y a une négligence
quant au fait de pouvoir résoudre les crises alimentaires et d'avoir des organisations qui puissent justement tenir compte de l'intérêt public. Donc, il faut une contre-mobilisation. 9000 personnes au mois de juillet 21 ont manifesté contre ce sommet. Et ils ont pris des actions sur le terrain pour pouvoir transformer il y avait beaucoup d'acteurs de la société civile, des petits paysans, des petits producteurs, des pêcheurs, des peuples autochtones, des jeunes, des femmes, ainsi que beaucoup de personnes de l'extérieur et de l'intérieur du sommet ont exprimé leurs préoccupations quant à l'orientation et la structure du processus mené par le sommet. Et cela a fait qu'il y a ils ont fait saper les droits et il faut tenir compte de du CSA, de la Comité sur la sécurité alimentaire. Et donc, au mois de septembre 21, il y a 700 organisations internationales et nationales et 300 activistes et scientifiques qui ont exprimé leurs préoccupations. Il y a même 100 chercheurs, il y a eu des publications dans les médias sociaux partout dans le monde qui ont fait part de ces préoccupations. Le BBC, Le Monde, The Guardian et beaucoup plus de médias ont reflété cela. Néanmoins, le sommet des peuples et ont fait qu'ils ont été désappointés parce qu'ils ont été déçus parce que le sommet n'a pas répondu à leurs préoccupations. Il n'a fait qu'augmenter la crise climatique et la croissance de la famine. Et il a mis en place plutôt l'industrie agroalimentaire, renforcer l'industrie agroalimentaire. Et donc, le sommet a échoué au niveau de multilatéralisme et de multipartenariat. Certains gouvernements, certains responsables, par particulier de l'OCDE et d'autres raisons, et d'autres aux ONG et scientifiques en faveur des entreprises ont une influence sur ce sommet, alors que les organisations, en particulier du Sud global, ont été marginalisées. Et donc, ils n'ont pas tenu compte des droits humains et fréquemment, il y a des acteurs à l'intérieur et à l'extérieur du sommet étaient complètement ignorés. Le sommet a sapé le fait qu'il devrait y avoir une gouvernance beaucoup plus démocratique et d'assurer la sécurité alimentaire et n'ont pas tenu compte des experts de haut niveau. 2 ans après, il n'y a eu aucune modification. Et si on reprend les résultats de ce sommet de septembre 21, le plan d'action, d'après les déclarations du secrétaire général des Nations Unies, n'a pas été approuvé dans un processus intergouvernemental. En dépit des promesses par le secrétaire général des Nations Unies, aucune structure n'a été créée et aucune coordination
euh, il y a eu une coordination par la FAO, le secrétaire général et d'autres organisations onusiennes, le FIDA aussi, et cette nouvelle structure ont un budget biannuel de 14 millions, c'est-à-dire 2 fois le budget du CSA. Donc, le message clé que nous souhaitons envoyer et comment venir à bout, surmonter cette crise actuelle, c'est urgent et il faut trouver des solutions et répondre aux demandes et respecter les demandes et les droits des peuples. Et donc, les Nations unies n'ont pas seulement négligé ces demandes et ces droits, mais ils ont fait en sorte qu'il y ait une statu quo et qu'il y ait une consolidation des entreprises et l'industrie agroalimentaire. Et il faut essayer de s'opposer à trouver des solutions que nos sociétés civiles, les différentes populations, les autochtones doivent faire en sorte qu'il y ait une reconnaissance de ces droits afin de tenir compte d'un multilatéralisme et d'une démocratie au sein des Nations unies. Merci beaucoup de ta Merci beaucoup, présentation. Di, et désolée d'avoir interrompu ton discours, et c'est très bien que tu aies pu montrer la situation et la complexité de celle-ci. Donc, je voudrais donner la parole à Jennifer, professeure et directrice de recherche en sécurité et durabilité alimentaire mondiale à l'Université de Waterloo. Jennifer Clapp, membre d'IPES Food. Elle va parler des conclusions du rapport d'IPES Food qui renverse la balance, l'influence croissante des multinationales dans la gouvernance des systèmes alimentaires et comment s'y opposer. Jennifer, tu as 10 minutes et je te dirai 2 minutes avant pour que tu puisses conclure. Merci beaucoup pour partager les conclusions du rapport. Merci beaucoup, Elisabeth. J'espère que tout le monde peut voir mon écran. Très bien. Merci, Elisabetta. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour présenter les résultats du rapport qui renverse la balance, comment s'opposer à l'influence croissante des entreprises et comment nous pouvons remettre en question les processus actuels de commercialisation et des intérêts commerciaux des Nations unies. Donc, je vais présenter les points principaux et répondre aux questions sur comment ça s'est mis en place et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, et c'est pour ça que cet événement a eu lieu, le sommet de 2021 des systèmes alimentaires a montré l'influence des entreprises sur les systèmes alimentaires. Et cela fait référence au partenariat entre les Nations unies et le Forum économique mondial. Et il y avait un manque de transparence et un problème de conflit d'intérêts. Cela est devenu une sorte de nouvelle normalité. Donc, ça a eu lieu en moins de 2 semaines. Donc, c'est important pour nous, c'est une opportunité pour nous de réfléchir sur comment y résister, comment nous en sommes arrivés là, mais aussi comment ceux qui font campagne peuvent s'y opposer. Donc, je vais parler des recommandations et des différents points de conclusion, mais ce qui est très important, c'est de comprendre comment on en est arrivé là. Il est très important de reconnaître ce que je vais appeler une mainmise
euh, du secteur commercial sur la gouvernance alimentaire depuis les 2 dernières décennies. Mais nous devons nous souvenir que il y avait énormément de scepticisme sur la capacité des Nations unies à assurer la gouvernance des Nations unies sur l'alimentaire. Il y avait des règles pour résister, pour qu'il y ait une reddition de comptes de la part des entreprises au sein de la FAO. Et donc, en 1970, il est intéressant de souligner que ces entreprises ont été dégagées de la FAO. Mais il y a eu des politiques qui ont été de plus en plus sympathiques avec les entreprises et qui ont mis à mal les règles antitrust qui ont été très affaiblies, non seulement aux États-Unis, mais aussi au niveau mondial. Donc, les groupes de l'agrobusiness sont de plus en plus impliqués, participent de plus en plus dans tout sur ce qui est le soja, sur les différents secteurs comme l'huile de palme. Donc, les partenariats publics-privés et d'autres mécanismes, comme en Afrique, par exemple, montrent qu'il y a de plus en plus de financement des institutions publiques par les entreprises au travers de ces partenariats de la FAO. Et c'est quelque chose qui a lieu encore aujourd'hui, qui se développe encore aujourd'hui et qui est très inquiétant. Donc, il y a différentes initiatives également de parties prenantes, particulièrement au sein des Nations unies et du sommet des systèmes alimentaires. Donc, ces partenariats créent des conflits d'intérêts très sérieux. Et ces dernières décennies, et tout particulièrement depuis le sommet de 2021, mais il n'y a pas que ces mécanismes-là entre le privé et le public qui influencent la gouvernance alimentaire. Il y a énormément d'aspects qui sont invisibles et qui influencent pourtant la gouvernance mondiale alimentaire. Et cette concentration de pouvoir au sein des entreprises est de plus en plus enracinée au fur et à mesure des décennies. Il y a un pouvoir immense de ces entreprises au sein du marché. Il y a aussi des groupes de pression avec un système de porte battante de va-et-vient entre le privé et le public. Il y a un financement aussi de recherche scientifique. Nous l'avons vu avec des études financées par des groupes d'entreprises qui influencent les décisions politiques. Il y a aussi des donations politiques à des candidats pour faire pression et pour exercer une influence politique structurelle sur les instances de décision et qui influencent la gouvernance mondiale, la gouvernance alimentaire mondiale. Et cette mainmise de l'influence et cette influence croissante des entreprises peut être aussi donc directe et indirecte. Donc, maintenant que j'ai présenté les différents mécanismes, nous voyons qu'il y a une nouvelle normalité, mais il y a des problèmes énormes. Et dans ce rapport, ce que nous avons cherché à faire, c'était souligner ces problèmes. Donc, tout d'abord, il y a des problèmes concernant les processus qui sont vraiment évidents, mais nous avons besoin de nous le rappeler, qu'il y ait un engagement, qu'il y ait une priorisation avec les parties prenantes qui ne peuvent pas continuer de remplacer le rôle des détenteurs de droits. Et nous avons aussi constaté que ceux qui ont des responsabilités et qui ont des devoirs cessent de le faire, tels que les États qui doivent défendre les droits. Donc, certaines critiques, les critiques du sommet ont montré que le processus manquait totalement de transparence. Il y a eu une exclusion des mouvements de la base et des mouvements de la société civile. Il y a eu des problèmes concernant l'issue du sommet. Quand vous avez des processus qui sont faibles, bien entendu, les résultats sont faibles et problématiques. Donc, il y a un problème d'efficacité et de qualité et des conséquences néfastes pour des initiatives des parties prenantes.
il y a forcément un problème de processus, donc un problème de résultat. Et cela est dû aux intérêts commerciaux. Et troisièmement, en ce qui concerne la reddition des comptes, il y a un problème de gouvernance qui est mis à mal, car on évite à tout prix de mettre en place des mécanismes de reddition de comptes, que ce soit politique ou financier, lorsque ces entreprises font du mal au peuple et mettent à mal l'alimentation. Et donc, il n'y a pas de mécanisme ni de remède contre les dommages de cette participation commerciale et de cette mainmise commerciale. Donc, processus, résultat, reddition de comptes. 2 minutes, s'il te plaît, Jennifer. Donc, concernant les actions pour répondre à cette situation, la gouvernance mondiale va continuer d'attirer les intérêts du secteur privé et commercial. Donc, comment renverser ce système, renverser cette tendance? Nous devons travailler sur nos principes d'action et nos recommandations. Donc, voilà ma dernière diapositive. Donc, ne vous inquiétez pas. Les premiers principes et recommandations que nous avons notés dans le rapport, c'est le besoin de s'opposer à la mainmise et à la prise de contrôle des entreprises sur les espaces de gouvernance. Et cela demande de dompter l'influence des entreprises sur l'alimentation, de développer des mécanismes de décision démocratique et de construire un pouvoir, un contre-pouvoir depuis la base. Et il faut mettre à mal les intérêts privés. Et donc, c'est bien sûr un agenda politique énorme et très difficile à atteindre. Mais nous recommandons que le cadre de reddition de comptes commercial au niveau des Nations Unies soit plus ambitieux et connecte la reddition des comptes avec les dommages créés par ces entreprises. Il faut aussi considérer que le CSA a été réformé en 2009, mais que depuis, il y a eu vraiment une tentative de mainmise et de prise de contrôle de la part des entreprises privées. Et nous avons besoin que cette structure puisse aborder les problèmes de droits humains et de violation des droits humains aux mains de ces entreprises. Nous avons besoin de principes, nous avons besoin d'aller de l'avant. Et finalement, nous avons besoin de construire des processus autonomes, des espaces autonomes pour se concentrer sur les voix des mouvements sociaux et des organisations de la base, pour développer une agence pour ces communautés marginalisées et un libre arbitre au sein de ces communautés, de ces espaces autonomes pour articuler des alternatives, pour remettre en question ce pouvoir normatif qui est en train de se mettre en place. Donc, merci beaucoup et je suis désolée si j'ai manqué certains points et que j'ai dû aller rapidement pour parler des différents points de ce rapport. Merci beaucoup. Merci, Jennifer. Jennifer, c'était très intéressant, c'était merveilleux. Je vais passer la parole à Shamali Gouti, qui travaille à Focus on the Global South. Elle travaille à IPES Food et au sein du groupe de travail de réponse autonome des peuples au sommet des systèmes alimentaires. Pardon. Le groupe de liaison a travaillé sur les différentes alternatives pour la gouvernance mondiale, l'impact de la mainmise commerciale et comment celle-ci pourrait évoluer à partir de 2023. Shamali, bienvenue. Je te passe la parole pour 10 minutes. Merci. Merci beaucoup, Elisabetta. Est-ce que les interprètes peuvent m'entendre? Oui, tout à fait, merci. Je vais essayer de respecter le temps imparti. C'est un honneur pour moi de présenter sur les conclusions principales
du rapport que le groupe de liaison à la réponse au sommet, la réponse autonome au sommet a mis en place et qui est lidéré par le mécanisme de la société civile et des peuples autonomes. Beaucoup d'entre nous dans le groupe, nous avons travaillé sur l'expansion du pouvoir commercial dans la gouvernance mondiale depuis plusieurs années. Et c'est très clair pour nous que le multipartenariat est une tentative de légitimiser et d'institutionnaliser la gouvernance commerciale des systèmes alimentaires. Et Jennifer a déjà mentionné les conclusions de notre rapport, du rapport de IPES Food. Nous voyons que des centres le secteur philanthropique est très attrayant pour les Nations unies car ils peuvent fournir des financements et des moyens de financement. Mais les partenariats sont en train de déplacer la gouvernance et l'écarter des mouvements sociaux et de la société civile. Et beaucoup d'entreprises sont polluantes et néfastes. Donc, quand on observe le sujet de la gouvernance alimentaire et l'expansion de multipartenariats dans l'alimentaire, nous voyons le déséquilibre entre les gouvernements et les entreprises et, par conséquent, Chamali, on ne t'entend plus. Tu as éteint ton micro. Est-ce que vous m'entendez? Désolée, quelqu'un a dû éteindre mon micro par accident. C'est pas grave. Donc, par conséquent, la reddition de comptes et les asymétries d'intérêts dans les prises de décision multilatérales sont ignorées. Maintenant, j'aimerais me concentrer sur la façon dont le multipartenariat est en train de s'étendre dans les Nations unies et dans le système alimentaire, mettant à mal la gouvernance mondiale alimentaire. Le sommet, l'UNFSS en 2021, était un tournant massif et une avancée pour la mainmise des entreprises sur la gouvernance alimentaire. Mais nous, dans le groupe de liaison et dans les mouvements sociaux, les critiques académiques et universitaires, nous avons observé que le sommet ne s'est pas terminé en 2021, mais que beaucoup d'initiatives ont émergé depuis. Une étape importante dans ce processus est constituée par l'établissement et la consolidation du hub de coordination du sommet des systèmes alimentaires qui est lidéré par le secrétaire général de la FAO, du Programme mondial alimentaire, l'OMS, et qui sont alignés. Et ça, c'est un indicateur très clair du développement et la façon dont le sommet s'est institutionnalisé. Et nous craignons qu'il y ait une reproduction de ce processus dans différentes instances des Nations unies. Après ma présentation sur les différentes filières en Afrique, vous pourrez voir plus concrètement comment cela se manifeste. Les gouvernements nationaux ne faisaient pas partie de la structure, ce qui met à mal la centralité du secteur public et de la mainmise commerciale et de l'augmentation de leur pouvoir par rapport au public. Tout le monde a le droit de venir, mais bien entendu, pas avec les mêmes obligations et les mêmes devoirs. Nous avons été nombreux à souligner en 2021 qu'il y a une structure parallèle qui se met en place en parallèle au CSA.
La gouvernance de multipartenariat sans mécanisme de reddition de comptes empêche de faire le suivi des droits humains. Et il y a un besoin on voit bien qu'il y a une intention de transformer les systèmes alimentaires et d'éviter tout mécanisme de reddition de comptes. Donc, ce que j'essaye de dire ici, c'est que l'expansion du multipartenariat est très claire lors du Forum alimentaire mondial. C'est vraiment l'instance clé qui le démontre. Ça a été organisé en octobre 2021 et ensuite en 2022 avec le Forum de la jeunesse et deux autres forums. Elles ont été impliquées dans le sommet des systèmes alimentaires et ça a été les acteurs clés dans l'organisation et dans l'institutionnalisation de ces initiatives. Le Forum alimentaire mondial est en train de remplacer le CSA à travers des interventions et le soutien de différents partenariats, particulièrement en octobre, lors de la Journée mondiale de l'alimentation. Ça a été créé en 2019 et en 2021. Et c'est vraiment la plateforme annuelle principale pour parler de l'alimentaire. Et cela montre que c'est vraiment la bannière de la FAO et de ses priorités. Accélérer une transformation basée sur le marché des des systèmes alimentaires mondiaux. Et il y a donc un forum d'investissement, qui est le deuxième forum dont je parlais plus tôt, et où des banques de développement participent avec des partenariats public, privé, gouvernement et entreprises. Ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que malgré les préoccupations que nous avons partagées au sein du CSA, le Comité de sécurité alimentaire au sein de la FAO, auprès des États membres et des gouvernements, il y a eu un tournant quant à ce tournant pour la sécurité alimentaire. Malgré tout, nous n'avons pas pu inverser la tendance. Nous devons analyser le rôle, de façon critique, le rôle de la FAO et nous devons voir quel est l'organe qui facilite. 2 minutes, s'il te plaît, Chamali. Le rôle de la FAO est devenu à donner de plus en plus de soutien et avec une politique de portes ouvertes à l'investissement privé. Et cela a fait que la FAO est devenue une sorte d'intermédiaire pour ces entreprises. Et cela contredit directement la mission de la FAO. Et c'est encore plus problématique pour nous, car la FAO n'a pas de mécanisme de reddition de comptes, il n'y a pas de rôle, de règles de transparence et il n'y a pas de mécanisme qui soit efficace pour éviter les intérêts commerciaux et les intérêts des entreprises. Et nous pouvons voir l'influence de plus en plus importante du secteur de l'agrobusiness sur les politiques alimentaires. Il y a un portail, le portail Connect, et cela montre des organismes comme CropLife, la Chambre de commerce internationale, l'Association internationale des fertilisants, le Forum économique mondial. Donc, c'est un organe multilatéral qui avance des politiques d'alimentation et d'agriculture et il dessert complètement les intérêts publics. Ça sert au contraire les multinationales
et les entreprises et les gouvernements qui y sont liés. Et sur les quelques minutes qui me restent, je voudrais juste très rapidement souligner pourquoi nous avons de telles menaces planent aujourd'hui sur la gouvernance alimentaire. Le mouvement de la solidarité, le mouvement de la souveraineté alimentaire a fait de grands progrès dans le développement des négociations. Stakeholderism and the corporate capture of food systems and corporate expanding corporate influence. On peut étendre au niveau global d'abord des résultats qui ont été faits d'après les luttes des mouvements sociaux, les peuples autochtones et d'autres organisations qui participent au CSA et aussi le Comité international de planning. Eh bien, les initiatives de multipartenariat est une fait lutter contre les menaces menées par le sommet. Et donc, il faudrait renforcer la structure du CSA pour avoir un impact sur ce sommet. Et en général, il n'y a pas d'inclusivité. En fait, là, il y a eu une réforme en 2009 du CSA. Cela a permis justement cette inclusivité. Et donc, il faudrait renforcer ces mouvements sociaux, tous les mouvements de la société civile et s'engager au niveau du multilatéralisme et du multipartenariat. Et donc, il y a un mode de contrôle des différentes parties prenantes et ils choisissent quel type de mouvement de la société civile ou quelle organisation de la société civile. Et donc les autres mouvements sont mis de côté. Et il faut donc essayer d'engager tous ces mouvements et on ne peut rien faire sans eux. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a donc des actions de la part des mouvements sociaux. Il faut en tenir compte, il ne faut pas faire en dehors d'eux. En général, la participation à la société civile au niveau de ces organisations est trop sélective. Et il y a un espace chaque fois réduit et pas de support officiel et on ne tient pas compte, par exemple, dans l'agenda politique de l'agroécologie, la souveraineté alimentaire, etc. Et il faut aussi appuyer la diversité de genre, etc. Donc, je vais m'en arrêter là parce que je suis désolée, mais Sean Mani parle tellement vite qu'il est difficile de la traduire. Merci beaucoup de votre présentation. Et en articulant tout ce que vient de la conclusion de Sean Mani, nous pourrons avoir une meilleure stratégie pour être à la hauteur des défis que nous devons relever. Donc, j'invite maintenant Seifou Sami de la Marche mondiale des femmes qui s'occupe aussi de l'initiative de suivi sur l'application nationale en Afrique du système alimentaire. Et ensuite, Mamadou Koïda, directeur exécutif de l'Institut de recherche et promotion des alternatives en développement, l'IRPAD, et qui est membre de l'IFES aussi. Seifou et Mamadou
vont présenter l'analyse de l'impact des actions sur la mise en place de systèmes alimentaires en Afrique. Donc, je cède la parole maintenant à Sefou et à Mamadou. Chacun 10 minutes. Merci. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez. Et finish 5 minutes, Sefou. Sefou va voir. Francês, como está invadindo lá? En français, non, vous ne m'entendez pas? Por favor. Sefou, vous avez la parole. Elle n'a pas le micro. Micro, Sefou. Merci beaucoup. Donc, je vais essayer de tirer profit des 5 minutes. Nous avons... Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Charles Mali. Et on ne peut rien faire sans nous et on doit travailler avec nous. Si vous avez besoin d'un plombier, et vous avez besoin de chercher un spécialiste. Si vous avez un problème avec votre ordinateur, il faut un spécialiste aussi. Donc, vous avez les paysans, les petits producteurs alimentaires dans les pays qui sont les éléments principaux de la production alimentaire. Ce sont des personnes qui travaillent sur le terrain et qui sont les principaux éléments de la production alimentaire et peuvent sécuriser l'alimentation. Donc, c'était eux qui vont permettre de trouver une solution pour résoudre les différentes crises alimentaires. Beaucoup de sujets, en particulier, on n'a pas tenu compte des voix sur le terrain et des personnes qui travaillent dans les fermes. Même on n'écoute pas les voix des petits paysans, des femmes, etc., qui travaillent. Et en Afrique, au sein du CSIPM, nous voulons faire part des voix pour essayer de trouver des solutions. Et aussi, nous avons une certaine méthodologie avec des recherches qui sont menées. Je vais donc prendre comme exemple mon pays et comme d'autres pays en voie de développement, les secteurs de l'agricole participent au budget national. 75% étaient partis des exportations. Et depuis l'année dernière, cela était un élément principal de notre économie. Et l'agriculture ne représentait plus que 45%. Il y a 2 jours, nous avons eu le 20e anniversaire du protocole de Maputo. 10%. L'agriculture. Seulement 10% du budget national était affecté à l'agriculture. On n'entend plus. Le son est très mauvais, très loin. Désolé, il n'y a plus de son. On a perdu, c'est fou. We lost your last words, I think 30 seconds, no more than that. C'est fou, on ne vous a pas entendu les derniers mots.
Donc, l'économie, l'agriculture contribue à l'économie, au revenu national, et cela augmente petit à petit. L'un des thèmes que nous avons étudiés au cours de nos recherches, c'est l'utilisation des produits chimiques, des produits agrochimiques, et la colonisation a fait qu'ils ont introduit. On entend très mal. Le son est mauvais. I think if you close your video, C'est fou. that we can understand you better. Peut-être que si vous fermez la vidéo, peut-être qu'on vous entendra mieux. 5 minutes have gone, almost. Non, Okay. Okay, Yeah. c'est fou. c'est fou, on ne vous entend plus. Je dis, dans l'étude que nous avons nationale, les politiques publiques et les investissements ont tenu compte de l'agroécologie et des productions des femmes pour essayer de résoudre la crise alimentaire. Et le gouvernement a repris des conclusions du CSA. Mamadou, je vais lui céder la parole. Merci, je suis désolée, mais le son était très mauvais. Mamadou, vous avez la parole maintenant. Merci beaucoup, c'est fou pour cette contribution sur le Kenya. Je vais revenir assez rapidement donc sur le processus en tant que tel. Donc, nous avons ces processus d'évaluation autonome pilotés par un groupe mis en place au sein du mécanisme de la société civile et des peuples autochtones du CSA, et donc qui, après avoir réfléchi sur la meilleure façon de procéder cette recherche, a mis en place donc un dispositif qui a permis d'avoir au minimum un pays par région d'Afrique. Comme vous le savez, l'Afrique a 5 régions, et sur les 5 régions, donc, nous avons pris la Zambie pour l'Afrique australe, le Maroc pour l'Afrique du Nord, le Mali pour l'Afrique de l'Ouest, le Congo-Brazza pour l'Afrique centrale et le Kenya pour l'Afrique de l'Est. Et dans chaque pays, il y a un chercheur qui a été donc mobilisé pour collecter les données sur les 2 outils essentiels sur lesquels on est en train de faire cette évaluation. Il s'agit des engagements des États suite qu'on appelle les pathways, suite au forum des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, et aussi des pactes qui ont été élaborés à l'issue, pour certains, donc des processus CADEP dans les pays, ou du forum de Dakar qui a été organisé entre la Banque mondiale et les États africains sur les systèmes alimentaires aussi, juste après le sommet de Rome. Donc, nous avons travaillé sur 2 dimensions essentiellement aussi, sur les processus de mise en place des feuilles de route qui ont permis, disons, d'aller vers le contenu de ces engagements et le contenu lui-même, en regardant le contenu en lien avec ce que les mouvements sur les systèmes alimentaires, sur la souveraineté alimentaire sont en train d'opérer, et l'agenda qu'ils ont en cohérence avec ou en incohérence avec ces engagements des États. Donc ça, c'est 2 éléments essentiels que nous avons essayé d'explorer dans la recherche pour aboutir à des résultats que je voulais partager assez rapidement avec vous, parce qu'il me reste juste 3 minutes. La première chose, c'est qu'il y a différents types de processus qui ont été engagés. Mais dans la plupart des cas, les mouvements sociaux engagés sur les systèmes alimentaires ont été complètement mis en marge des processus qui ont été élaborés, soit par rapport au nombre très réduit de participants aux différentes rencontres de concertation, soit que la voix n'a pas été entendue par rapport à la manière de gérer le processus. Donc ça, c'est une première catégorie qui est la majorité. Il y a une deuxième catégorie de pays où il y a eu une participation des acteurs de la société civile, mais cette participation n'a pas contribué justement à faire avancer la mise en œuvre, parce qu'actuellement, elles sont complètement déconnectées du dispositif qui est mis en place pour la mise en œuvre de ces
de ces feuilles de route. La troisième catégorie est constituée de certains pays, deux essentiellement aussi, mais parce que nous avons élargi la gamme des 5 pays à d'autres pays qui avaient un potentiel d'information et de données et pour compléter la recherche. Notamment, il s'agit du Sénégal, qui fait partie des pays champions sur l'agroécologie, et du Burkina Faso. Nous sommes en train d'ajouter la Tanzanie, le Zimbabwe et aussi donc le Burkina Faso. Donc, si on prend cette gamme-là, nous voyons qu'il y a des pays où la société civile a non seulement participé, mais a une position dans la mise en œuvre de ces faits de groupe. Mais le risque qu'on a aujourd'hui, c'est que les moyens manquent pour pouvoir aller vers la mise en œuvre de ces faits de groupe. Donc, il y a 5 enjeux majeurs qui ont été identifiés, et ces 5 enjeux majeurs ont permis d'avoir 5 messages clés, mais nous allons certainement en avoir plus et qui sont aussi associés à ceci. Le premier message, le premier enjeu, c'est la question de la gouvernance, le portage des processus qui a été assez exclusif pour la plupart des acteurs majeurs, qui sont les acteurs familiaux et les personnes travaillant aussi en milieu rural. Donc, qui ont été exclus des processus, et il y a un message qui demande à ce que cette responsabilisation soit effective, donc avec toute une démarche qui a été proposée. Deuxième enjeu, c'est la question de la cohérence des politiques. Yeah, I will finish in 1 minute and a half. Donc, la deuxième chose, c'est la question de la cohérence des politiques. On s'est rendu compte que non seulement les processus qui sont en cours sont en déconnexion avec les politiques publiques qui sont favorables à l'accompagnement des exploitations et de l'agriculture familiale et de tout l'amont et l'aval des systèmes de production, mais qu'aussi à l'interne de ces politiques-là, qu'il y a aussi des incohérences aussi horizontales que des incohérences verticales. Donc, il est proposé de procéder à une relecture de la plupart de ces documents de politique pour les mettre en cohérence. Troisième élément, c'est la question du financement. Nous avons vu que la plupart des projets sont bloqués parce qu'il n'y a pas de mécanisme de financement fiable à travers les fonds publics qui est mis en place. Donc, le respect des Maputo et de la déclaration des Malabo sont suggérés comme étant des messages forts à l'adresse des États. Nous avons aussi un enjeu qui est ressorti, c'est la question liée à la gouvernance du foncier et à la gouvernance des semences. La gouvernance du foncier, le constat qui est fait dans la plupart de ces études de cas, c'est qu'il y a une difficulté d'accès de sécurisation foncière pour les hommes et les femmes qui produisent pour l'alimentation de ces pays. Donc, il faut des réformes progressistes qui soient inclusives et qui permettent de prendre en charge les us et les coutumes, mais non seulement, mais aussi de favoriser les groupes marginalisés comme les femmes, les jeunes et les migrants et d'autres acteurs. Et finalement, sur la sémence, je crois que le message qui est véhiculé à travers ces études de cas, c'est de travailler sur les systèmes sémenciers paysans qui vont déconnecter les systèmes de production des multinationales qui sont en train de complètement prendre en otage les systèmes de production dans les pays. Voilà un peu le résumé de ce que je voulais présenter et ce rapport qui est en progrès pour être finalisé et qui va permettre justement de pouvoir partager avec l'ensemble des acteurs. Merci beaucoup pour l'attention et je m'excuse d'avoir dépassé de 43 secondes. Muchas gracias, Mamadou. Merci, Mamadou. Nous allons ouvrir un tour de parole pour quelques minutes, mais je voudrais d'abord que Cecilia, qui est conseillère du vice-ministre de l'Agriculture, Victor Suarez au Mexique, intervienne. Elle va parler au nom du vice-ministre. Merci beaucoup, Cecilia, pour ta présence et ta participation à cet événement. Tu as 5 minutes, s'il te plaît. Vous avez 5 minutes. Merci beaucoup et toutes mes excuses. Nous sommes honorés par cette invitation à cet événement il y a quelques jours et malheureusement, à cause d'empêchements et de réunions importantes, le vice-ministre ne peut participer aujourd'hui, mais nous voulions être présents pour donner pour vous saluer de la part du secrétaire et de parler des sujets importants que vous abordez et vous féliciter pour l'organisation de cette réunion.
nous devons unir nos forces plus que jamais pour faire face à la crise des systèmes alimentaires mondiaux. Nous voyons bien que le sommet ne cherche pas à les résoudre et c'est bien le contraire, comme cela a été souligné aujourd'hui et hier parmi les différents présentateurs. Nous sommes d'accord sur le fait qu'il faut laisser derrière une politique néolibérale de dépendance alimentaire et établir des politiques qui favorisent la souveraineté alimentaire comme une politique alimentaire mondiale en particulier. Et comme Michael Fakhri l'a exprimé, le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation et les besoins d'établir des alliances. Nous savons que l'influence et la consolidation de cette influence commerciale au sein des systèmes alimentaires aux mains du sommet montre qu'il cherche à minimiser et écarter les mouvements sociaux et les peuples autochtones qui cherchent à produire les aliments de façon saine et qui respectent les droits humains. Mais cela, bien entendu, ces acteurs n'en veulent pas. Il y a eu des appels, plusieurs appels, en particulier au Conseil de sécurité alimentaire mondiale pour créer des groupes de travail à composition illimitée sur la souveraineté alimentaire avec la production agricole durable en utilisant des pratiques et des entrants durables avec un respect de la diversité culturelle et environnementale et en incluant le besoin de réglementer, tel que cela a été souligné à cette table ronde, tous les systèmes alimentaires et en particulier l'usage d'agrotoxiques. Notre stratégie politique au Mexique pour transformer les systèmes alimentaires a montré son impact potentiel sur les actions au niveau international, que ce soit l'interdiction du maïs, des OGM pour le maïs, donc du maïs transgénique il y a 2 millions d'agriculteurs aujourd'hui qui sont en transition agroécologique et nous avons un système de santé qui cherche à prévenir et à éviter la mauvaise alimentation et la malbouffe. Nous l'avons vu aujourd'hui depuis 1970. À partir du moment où on commence à parler de combattre la faim dans le monde, nous parlons toujours de 800 millions de personnes qui ont faim dans le monde. Nous n'avons pas réussi à baisser ce nombre. Nous avons baissé le pourcentage de monde qui ont faim parce que la population mondiale a augmenté. Mais nous avons toujours 800 millions de personnes qui ont faim dans le monde. Pardon? Mais d'un autre côté, nous avons 2 millions de personnes qui souffrent d'obésité et de surpoids avec des maladies comme le diabète, le cancer, des maladies cardiovasculaires. À cause de cette industrie agroalimentaire et à cause de ces multinationales qui nous empoisonnent avec leurs produits alimentaires transformés. Le système alimentaire prédominant crée de la faim dans le monde et d'un côté et de l'obésité et du surpoids d'un autre côté du monde, de l'autre côté de la planète. Nous avons parlé aujourd'hui de la mainmise commerciale sur les systèmes alimentaires mondiaux et sur la sécurité, le problème de la souveraineté des Nations Unies et des droits humains. Peu de systèmes sont aussi, que ce soit les semences, les fertilisants, les pesticides, les machineries, le marché de transformation et de distribution des aliments, on voit bien qu'il y a une mainmise totale du marché. C'est pour ça qu'il faut transformer les systèmes alimentaires mondiaux. Il y a un système agroalimentaire et nutritionnel qui doit être transformé vers un système de nutrition qui soit juste, durable et concurrentiel. Et pour finir, comme Mirenzi l'a dit le 11 juillet,
Nous devons appeler à la paix. Nous ne pouvons pas continuer à parler de guerre sans penser et à mener des guerres sans penser leur impact sur la société. Plus de 100 milliards d'euros, j'ai perdu les comptes, j'ai perdu les chiffres. L'Union européenne a envoyé 150 milliards d'euros à l'Ukraine, alors que l'un des programmes au Mexique de reforestation et de production agroécologique donne 1 milliard de dollars par an. Donc là, on voit les politiques de soutien que nous pourrions mener si nous évitions la guerre, si l'argent de la guerre était reconduite pour éradiquer la faim dans le monde. Les priorités des nations les plus puissantes du monde, où sont-elles? Financer la guerre? Et dans une guerre qui alors qu'il y a d'autres guerres dans le monde. Euh, Et donc, la Turquie, par exemple, donne 25 millions de dollars. Donc, il y a des blocages, il y a une augmentation de l'armement sans lesquels nous ne serions pas dans cette crise alimentaire mondiale actuelle. Il y a des niveaux qui sont très alarmants. Donc, il nous faut un changement et nous convoquons une réunion au Mexique en novembre, à la fin du mois de novembre, 28 novembre 2023. Et en décembre pour unir tous les efforts de tous les mouvements de tous les pays pour ceux qui croient en un modèle différent de production des aliments, comme je l'ai dit au départ. Cette façon de faire des entreprises, les entreprises essayent de saboter notre travail de la même manière qu'ils l'ont fait avec la révolution verte, en essayant de faire disparaître cette façon de produire et de commercialiser. Mais cette tendance a toujours existé, cette menace a toujours existé. Donc, il nous faut plus d'alliances. Il y a énormément d'organisations, mais nous ne sommes pas connectés au niveau mondial. Donc, il ne s'agit pas d'un congrès de plus ou d'une initiative de plus, mais un objectif réel d'établir des stratégies entre les gouvernements, les pays, les mouvements, afin de défendre notre droit de façon coordonnée et collective dans tous les domaines internationaux dans lesquels nous voulons participer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cécilia. Et c'est tellement vrai. L'argent, on voit bien comment l'argent est utilisé et c'est très inquiétant. Et comment nous utilisons nos ressources. Je vais présenter un petit résumé de ce qui a été dit aujourd'hui dans le chat. Et ensuite, nous allons avoir quelques minutes pour échanger des idées, pour que certaines personnes puissent lever la main, puissent parler, poser des questions. Et à partir de là, nous aurons un tour de parole et pour que les panélistes puissent parler de façon un petit peu plus libre sur les différents points présentés, que ce soit par eux, par les panélistes ou par elles et par les participants et participantes. Donc, il y a un commentaire sur la mainmise sur les réglementations de façon, donc une mainmise accélérée qui va à l'encontre de l'agroécologie. Et il y a une campagne, une stratégie pour résister et pour résister à cette tendance et pour mettre en pratique la reddition de comptes au sein des Nations Unies. Donc, comment pouvons-nous le mettre en place? Il y a un document signé par énormément d'organisations avec des sauvegardes contre les conflits d'intérêts, des protections contre les conflits d'intérêts à travers l'ONU et qui pourrait être en lien avec le traité entre les entreprises et les droits humains. Et pour la défense, Sophia a répondu à la question de Vincent en parlant des entreprises et droits humains et il est suggéré que pour la reddition de comptes au sein des Nations Unies, il serait important de parler au sein de l'Assemblée générale.
et le rôle de l'ONU en tant qu'intermédiaire entre les gouvernements et les entreprises n'est pas restreint à la FAO et ça affecte toute l'ONU. Voilà les commentaires qui ont été faits et les questions qui ont été posées dans le chat. Et pour ceux et celles qui veulent intervenir, nous avons quelques minutes, donc n'hésitez pas. Soyez par contre très bref pour qu'on ait le temps de donner la parole à plus de monde. Javier Sanchez, s'il te plaît, s'il vous plaît. Merci. Je vais essayer d'être très bref, car il y a beaucoup de sujets entre hier et aujourd'hui qui ont été abordés et il y aurait beaucoup de travail. À un moment où le capitalisme n'est pas intéressé par les règles du jeu. Car avec le fascisme économique, ce pouvoir parvient à changer la donne. Moi, j'ai une question concrète. Et je voudrais remercier Di et Mamadou Goïta. Moi, j'ai une question pour Mamadou Goïta. L'évaluation qui a été menée avec les camarades des organisations paysannes dans les 5 régions de l'Afrique ont souligné un point d'évolution stratégique de non-participation à Rome dans cette étape du sommet. C'est une question très concrète. Je vous donne ma réflexion personnelle qui ressemble à la stratégie que nous avons suivie, qui a été suivie à l'OMC. Non seulement une résistance dans la rue, mais aussi il faut être à l'intérieur et faire pression avec le plus de stratégies possible, avec les gouvernements les plus proches, dans un cadre aussi compliqué, afin de bouger, de renverser la balance dans l'autre sens. Il faut gagner du temps. Merci, Javier. Bon, voilà ma question pour Mamadou Goïta. Merci beaucoup. Nous avons Hamadi, Flora, Mohamed. Nous pouvons commencer ensuite pour la deuxième partie de la séance. Après de Mohamedi, nous pouvons commencer un tour de parole plus libre avec les personnes qui ont présenté. Merci, Javier. Hamadi, s'il te plaît. Oui, bonjour, merci beaucoup. Donc, moi, je suis Hamadi du Mali, Afrique de l'Ouest. Merci pour les différents intervenants. Je crois que, comme certains l'ont dit, beaucoup de sujets ont été évoqués, très importants, qui expliquent l'énormité du travail qui attend les organisations de la société civile et leurs partenaires pour tenter de contrer les impacts, bien sûr, de l'INFSS. Je pense que comme Cécilia du Mexique l'a dit, hein, elle a tout dit, ce qui explique que l'INFSS est un fait accompli de l'ONU et ses agences spécialisées, bien sûr avec la complicité de certaines organisations de la société civile. On constate, comme l'a dit, qu'il y a l'importance de la croissance démographique mondiale, l'importance du nombre de personnes souffrant de la faim à travers le monde, et que les États, malgré toutes les approches comme les ODD, n'ont pas réussi à réduire, à lever toutes ces contraintes. Donc l'ONU était un peu obligée de devenir un acteur pour lancer cette approche de l'UNFSS. Alors qu'en considérant les liens avec les principes des droits de l'homme, le système alimentaire est un libre choix, qu'il soit individuel ou collectif et de façon autonome. Sauf si on est en crise, là on vous offre ce qui est disponible. Mais la responsabilité de l'alimentation, elle est d'abord du consommateur, le besoin du consommateur, et en fonction de ce besoin du consommateur, le producteur va produire, le commerçant va amener sur le marché ce
ce que doit consommer l'habitant. Donc, voilà un peu le cycle, la logique de l'alimentation. Les prestataires privés tels que les entreprises, les services techniques, les États ne sont que des appuis, des partenaires d'appui aux Amadi, producteurs. please. Could you just run up, please? Amadi, Oui. est-ce que vous pourriez terminer rapidement, s'il vous plaît? Oui, oui, j'ai fini. C'est pour juste dire qu'en aucun cas, les entreprises ne peuvent prétendre à une substitution des paysans et des producteurs. Ce n'est pas possible. Elles ne sont que des partenaires d'appui pour faciliter en réalité aux producteurs de produire. Voilà un peu ce que je veux dire. Et que l'ONU s'est positionné comme un acteur pour essayer d'encourager cette dynamique d'influence au niveau des États, au niveau des acteurs, afin que les entreprises soient mieux positionnées et reléguer au second plan le rôle des paysans et des petits producteurs. Donc, vraiment, c'est un combat qui n'est pas facile. Merci beaucoup. Muchas gracias, Amadi. Merci beaucoup, Amadi. Muchas gracias. Perdón por eso, mas como tenemos también una otra parte de la Comme on a une deuxième sesión, partie, il faut être très concis et très spécifique dans vos questions. Donc, maintenant, je cède la parole à Flora et ensuite Mohamed. Flora, vous avez la parole. Merci beaucoup, Elisabetta. Donc, je m'appelle Flora Shonkin. Je suis membre des mécanismes de financement de la société civile et j'appartiens aussi au mécanisme CSIPM. Je voudrais dire que tout ce qui a été dit est très utile et donc nous avons chez nous aussi les mêmes tendances et la mainmise des entreprises sur les Nations Unies à New York. Et donc, je suis le chat avec vous en ce qui concerne ce qui se passe au niveau de l'agenda du secrétaire général et le sommet sur l'avenir. Et je suis tous ces programmes à venir et on va essayer de nous éloigner du processus intergouvernemental et la mainmise des entreprises donc sur le sommet du système alimentaire. Et j'exprime toute ma solidarité et j'espère qu'on va pouvoir créer des alliances plus fortes ensemble et pourront essayer de faire le suivi de tout ce qui se passe au niveau des Nations Unies et de faire le suivi des développements utiles et inspirants qui pourraient être mis en place. Et j'essaierai de suivre aussi les résolutions des groupes africains en ce qui concerne la réforme de la gouvernance mondiale. Nous essayons de nous éloigner de la commercialisation, de tout ce qui est la marchandisation des produits alimentaires. Et on travaille sur la justice alimentaire et la justice sociale. Voilà. Merci. Merci, Flora. Mohamed a la parole maintenant. Mohamed, vous avez la parole. Mohamed. Merci, bonjour tout le monde. De toute façon, ce rassemblement, ça nous donne beaucoup d'optimisme, même si vraiment tout ce qu'on a entendu, etc., c'est la régression de nos acquis. Je suis Mohamed Akech de la Fédération nationale secteur agricole, membre de Via Campesina et actif, bien sûr, dans le mécanisme de société civile. Vous m'entendez, non?
Oui, oui, on vous entend très bien. Continuez, Oui, Mohamed. Continuez. Voilà, Vous d'accord. pouvez Donc, je continuer. disais de toute façon que je suis de la Fédération nationale, disons avec Via Campesina et actif bien sûr dans le mécanisme de la société civile Afrique. Je dis toujours qu'il y a une régression de nos acquis. Actuellement, tout ce qu'on dit, c'est libérer les contraintes des sociétés transnationales et priver les paysans et les peuples de leurs droits. C'est ce qui se passe actuellement. C'est la tendance générale. Je veux savoir exactement, ma grande question et la réflexion, c'est quelle est la part, on sait très bien qu'est l'ONU, oui, mais quelle est la part de ces deux, la FAO et l'ONU, de l'autre côté, pour essayer de diriger notre lutte et bien sûr défendre le comité de sécurité alimentaire, parce que nous sommes là pour défendre ce comité-là qui était bien sûr, là où nous sommes actuellement, c'était un grand combat. C'était après 2008, après la crise, disons, de l'alimentaire, etc., que la société civile a fait sa place. Maintenant, ils nous disent dégagez, c'est comme ça. Donc, qui est la part, où il est la part de la FAO? C'est sûr qu'il y a quelque chose que la FAO fait, mais on sait très bien que l'ONU, bien sûr, et même son chef l'a déjà dit, c'est comme ça. Mais déjà, nous, on faut analyser beaucoup plus ça pour ne pas dire et c'est l'ONU ou c'est la FAO. Donc ça, c'est une question pour moi est très primordiale pour diriger notre lutte. Et merci. Gracias, gracias, Mohamed. Merci, Mohamed. Donc maintenant, nous avons 20 minutes pour que les personnes qui ont fait les présentations puissent répondre aux commentaires, aux questions. L'idée est de pouvoir aborder la question comment équilibrer au niveau de sommet, quels sont les cadres que peut mettre, les alternatives que peut mettre en place, quels sont les différents cadres nouveaux qu'on peut mettre en place en tenant compte de la complexité de la situation, comment mener des actions pour renforcer le CSA au niveau mondial et le comité pourrait répondre justement pour trouver des solutions à la crise alimentaire, peut dénoncer ce qui se passe en ce qui concerne la gouvernance alimentaire et comment on peut contribuer à la lutte pour introduire les droits humains et la souveraineté alimentaire, mettre en place en œuvre la souveraineté alimentaire. Donc, maintenant, je vais demander à nos invités d'intervenir sur ces sujets. On a encore 20 minutes. Je voudrais en quelque sorte avoir une sorte de débat, une conversation entre nous, des échanges afin de réagir à tout ce qui a été dit et ce qui a été dit, les questions, les contributions, etc. Voilà, en gros. Merci beaucoup. Qui prend la parole maintenant? Qui souhaite commencer? Je peux dire quelques mots. Je pense que Sean Mali a souligné le fait que la société civile avait des alliés selon les secteurs au sein de l'ONU. Et maintenant, l'espace semblerait avoir été réduit. Il y a le mécanisme, et bien entendu, en ce qui concerne la société civile et les peuples autochtones. Tout ceci représente la société civile. Il y a eu un document et peut-être que cela a été publié. Et le mot société civile est dans ce document mentionné seulement 4 fois, alors les entreprises sont mentionnées plus de 40 fois.
Il faut aussi parler des femmes, des jeunes, des peuples autochtones. Est-ce que on a demandé au mécanisme de nommer quelqu'un pour participer, pour aussi faire un plaidoyer en faveur du droit à l'alimentation et les consommateurs, par exemple, ne sont pas du tout représentés sur ce hub. Donc, il y a un organigramme qui indique les personnes qui vont participer. Et je souhaiterais avoir une conversation avec les autres panélistes à ce sujet. Et j'ai apprécié tout à fait les commentaires de Shalmali et de savoir exactement où on se situe, si on est à l'extérieur, à l'intérieur, si à l'intérieur on est suffisamment confortable et à l'aise, et de façon de voir comment on peut agir. Le deuxième point, il y a un mantra qui est répété chaque fois au sein de... Il y a un budget chaque fois plus important qui concerne l'ensemble des institutions. En fait, cette organisation n'est pas une institution onusienne, et donc le fait que ce ne soit pas là, je ne sais pas comment on peut fonctionner dans le cadre de ce hub. Bueno, la idea aquí, ustedes repasan las reacciones y comentarios. No es Donc, necesario commentaire, de la palabra para vous avez la parole maintenant. hay una invitación para una charla ahora. Yes, Chamali. Chamali? Yes, sorry, I was trying to I was trying to unmute myself. Yeah, I don't have all the answers, but just one of the questions that was asked, for example, earlier was Je n'ai pas la réponse. it shouldn't be either FAO or the UN, and Je ne sais pas si c'est la FAO ou les Nations Unies de New York. with the FAO and and I think Il me semble shouldn't be the FAO and the UN. The problem, I think the big challenge we're facing here, le défi que nous devons faire face, auquel nous devons faire face, est que FAO is supposed to be, I mean, it is a UN body. It has the resources. la FAO est un organe américain body, and for decades since its formation, de main policy advisor for et donc, il y a des conseillers en ce qui concerne les politiques générales. but FAO is Mais la FAO, they've really been like royalty in our countries, and I mean literally, and these are the same institutions that are then est open représentée dans nos différents pays. for large transnational companies in the Et c'est des institutions qui fonctionnent un peu comme les grandes transnationales. I mean, I've been to quite a few FAO meetings. J'ai assisté à beaucoup de réunions de la FAO, des réunions régionales, Shocking et des réunions à Rome. what kinds of entities are allowed to come and make presentations there. Et c'est assez choquant de voir quel type d'institutions ou d'organismes peuvent faire des présentations Urban, food producers, they're not in the des producteurs alimentaires. as though member states wouldn't appreciate them. They've also been in Ce n'est pas le fait que les États membres n'apprécieraient pas qu'on puisse intervenir, mais there is a certain power il y a une sorte de management that pouvoir Democrats, au sein de la gestion de la FAO. Ce sont des technocrates UNEP, or whatever, that they have amassed, and that they with that qui power, prennent des décisions they are running
Et c'est eux qui orientent ce multilatéralisme et qui forment ce multilatéralisme. No, no, we are not. That's, we're maintaining a critical position Donc, on a une position assez critique. and on these processes. But I think one small thing, Et il me semble a point that I would like to flag here, which I think was discussed on the 11th, but unfortunately I missed the 11th. My apologies. Is that, que the kind of multi-stakeholderism and corporate capture of governance that we're seeing la mainmise des entreprises sur ces organisations onusiennes, through our common agenda of the United States, of the United Nations Secretary General. donc c'est parce qu'ils satisfont What he calls through an inclusive network and effective multilateral. le fait, le multilatéralisme est un réseau inclusif, c'est-à-dire inclusif de tout l'ensemble des acteurs. Et le processus qui est en route à l'heure actuelle et donc a trait à la controverse qui existe au sein des Nations unies, de la réforme des Nations unies. Et le secteur des entreprises entrepreneuriales a des lobbies et a beaucoup d'influence. Et c'est que le sommet sur le système alimentaire a appuyé de trouver des solutions. Et tout ce qui se passe au niveau des différents forums et des différents débats. Donc, le contrôle du système de règlement est défini, ce qui est acceptable ou pas, quels sont les mots utilisés. Mais donc, en général, ce sont définis par les grandes entreprises. Il faut être très attentif de voir comment tout cela va évoluer. Et donc, il faut faire attention, il faut être en alerte. En tant qu'activistes de mouvements sociaux, nous avons besoin de renforcer nos propres réseaux pour essayer de contrecarrer ce type de système. We've been able to develop some very good networks and foundations through. Donc, nous avons été capables de développer un réseau quand même très dense et très important au niveau international. Et donc, j'espère que nous serons capables de faire face aux défis qui se posent. Merci, Chamali. Mamadou, vous avez la parole. I think there is a lot to say in terms of strategy because I still Il y a feel that beaucoup à dire. many opportunities On n'utilise pas toutes les opportunités qui nous sont offertes que l'on pourrait utiliser dans le terme de la stratégie. Créer des connexions entre les différents secteurs. C'est très, très important de pouvoir élaborer tout ça. Je n'ai pas très bien compris la question de Javier. Il me semble que on a beaucoup à faire, beaucoup de travail à faire. Avant d'intervenir dans les différentes réunions que nous allons avoir.
Il faut récolter toutes les données. Mais souvent, les informations nous sont déniées, nous sont refusées au niveau national, par exemple. Et parce qu'ils ont une perception pas toujours exacte de ce que nous faisons. Il faudrait mettre en place des processus pour avoir d'évidence, des bonnes données, des données réelles. Et il faudrait faire comprendre quels sont les défis fondamentaux pour nous. Il faut leur faire comprendre quels sont les défis fondamentaux pour nous. Et donc, le cas de l'Afrique est encore plus difficile parce que les différentes organisations d'agriculteurs ou de paysans ont des orientations différentes. Il y en a beaucoup qui participent et d'autres sont complètement en dehors et ne comprennent pas du tout ce qui est en train de se passer. Donc, qu'est-ce qui peut être fait? C'est de construire au sein des institutions africaines, de pouvoir obtenir un consensus que des différents points, des différents éléments que l'on doit défendre de façon collective. Donc, il faut s'assurer qu'au niveau national et au niveau régional, on puisse avoir une interaction au sein même de nos groupes, de nos différents groupes, entre les associations de la société civile et les chercheurs, etc. Et peut-être avec les responsables à Rome aussi, pour essayer de résoudre, parce que si on ne le fait pas, parce que sinon, on ne comprendra pas bien. Vous parlez en fonction de votre propre intérêt, vous ne tenez pas compte des intérêts des autres. Donc, il faut essayer de travailler en ce sens. Ce n'est pas très facile à en débattre de tout ça. Donc, il faut essayer de trouver un processus qui tienne compte, par exemple, de l'agroécologie. Souvent, les conceptions sont complètement déformées et on ne va pas vers l'essentiel. Et il faut savoir quelles sont les différentes pièces du puzzle que l'on doit mettre ensemble pour pouvoir avoir une action positive. Et donc, souvent, on se dispute entre nous et on n'arrive pas à trouver une direction commune. Et peut-être travailler aussi et collaborer avec certaines ONG. Merci beaucoup, Mamadou. Questions, comments from the participants. We have around 10 minutes. So if you would like to make a comment or ask some question, please raise your hand and take the floor. Yes, Jennifer, please. Oui, Jennifer. Je ne veux pas prendre trop de temps, je ne veux pas prendre le temps des autres participants, mais je voulais juste ajouter un point concernant la mise en réseau
avec ceux qui ont de mêmes objectifs, mais qui ne sont pas forcément au MSCPA. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message direct aujourd'hui concernant une initiative que j'avais vue plus tôt sur un groupe de chercheurs et chercheuses pour travailler sur un cadre pour encadrer l'impact sanitaire, l'impact sur la santé des entreprises, et donc qui ont développé un accord cadre pour réduire l'influence et l'impact sur la santé publique en rapport à l'alimentation. Travailler, ce qui est en rapport aussi avec un rapport pour développer des cadres pour travailler sur la gouvernance. Mais je voudrais aussi dire en même temps que c'est un moment intéressant, un moment vraiment propice pour faire pression sur ces sujets, car nous voyons qu'il y a des activistes, des avocats, des gens qui sont dans le mouvement antitrust et qui ont travaillé ces dernières décennies. Et très souvent, il y a des gens qui travaillent sur ces règles antitrust et qui font référence au système alimentaire. Donc, ce serait vraiment bien d'arriver à réunir ces différents acteurs qui ont les mêmes objectifs pour mieux comprendre et mieux mettre en place de meilleures stratégies dans les systèmes alimentaires. Il y a énormément de choses intéressantes qui ont lieu en ce moment et je voulais juste le souligner. Merci, Jennifer. Le tour de parole est ouvert. Si quelqu'un veut intervenir, n'hésitez pas à intervenir. Des personnes que nous avons aussi invitées, n'hésitez pas si vous voulez intervenir. Claudio, s'il te plaît. Merci beaucoup. Beaucoup d'entre nous qui participons ont été dans les tranchées, sont restés dans les tranchées pendant trop longtemps. Nous nous sommes tapés la tête contre les murs tellement de fois. Nous continuons de penser que nous allons faire des avancées, mais la vérité, c'est qu'à chaque fois qu'on fait 2 pas en avant, il y en a 3 en arrière. Et c'est vrai que si nous devons faire tous les appels que nous devons faire, on ferait 2 pas en arrière et 0 en avant. Donc, la question, c'est est-ce que nous faisons la bonne chose en essayant de changer les institutions, particulièrement les Nations Unies, qui sont si infiltrées par les entreprises et les intérêts des entreprises et multinationales. Les millions d'heures que nous avons concentrées, Chamali, toi, moi, et les 58 personnes ici, pardon, si tous ces efforts étaient mobilisés au niveau de la base, est-ce qu'on n'en serait pas plus, on n'en aurait pas, est-ce qu'on ne serait pas plus en avant? Est-ce qu'on n'aurait pas plus avancé? Est-ce que nous n'aurions pas eu plus de succès pour la création d'un véritable contre-pouvoir? Nous ne sommes pas au jour d'aujourd'hui un contre-pouvoir. On ne fait pas la différence. On continue de dire des choses, on objecte, on s'oppose à des déclarations, à des documents, on met des parenthèses, on rajoute des paragraphes, mais personne ne nous écoute. Est-ce que nous n'aurions pas besoin de créer un webinaire sur la nouvelle façon de faire une résistance non violente? Cela a été prouvé. C'est peut-être plus efficace que de tenter de chercher des amendements ici pour avoir un État membre de plus pour nous soutenir. Encore une fois, c'est un jeu d'échecs et nous avons besoin de faire échec et mat. Merci. Merci, Claudio. Cecilia, Chamali, Austrio, je voudrais aussi demander à Cecilia et à Chamali et Joséphine
d'être brève, car nous avons 10 minutes pour clôturer la séance. Merci. Je vous donne la parole, mais soyez brève, s'il vous plaît. Désolée. Oui, je serai très brève. On m'a demandé mon email. J'ai fourni mon numéro de portable et aussi la note conceptuelle de l'événement au Oaxaca. Vous avez mes coordonnées pour me contacter. C'est encore en espagnol, mais l'événement sera traduit en français, anglais et espagnol de façon simultanée. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Il y aura 2 jours de sortie dans les champs, de sortie sur le terrain avec des tables de travail que nous mentionnons sur la note conceptuelle. Vous êtes tous les bienvenus et nous remercions toutes les alliances dont nous avons besoin et nous remercions par avance leur participation pour travailler avec nos pays. Nous avons besoin d'une stratégie de mouvements sociaux, de peuples autochtones et de la société civile et nos gouvernements progressistes qui, d'une certaine façon, sont déjà en train de travailler à la transition vers un système alimentaire qui sont bons pour la santé, sains et qui sont durables à l'opposé même, diamétralement opposé au sommet. Chamali, s'il te plaît. Je serai très rapide. Je pense que la reddition de comptes et le cadre de reddition des comptes est très importante. Il faut trouver une façon de connecter, de se mettre en réseau et c'est vraiment un point sur lequel nous pourrions travailler, faire levier tous ensemble dans notre processus de mise en réseau multilatéral pour résister. Et nous pourrions organiser des dialogues interplateformes et c'est quelque chose que nous pouvons mettre en place. Et nous avons besoin de leaders vraiment très forts ou fortes pour nous aider là-dessus. Je voulais aussi ajouter quelques points. C'est vrai que nous venons des tranchées et que nous continuons d'occuper les tranchées. Et ce n'est pas que le travail de la base n'a pas été fait. Il a été fait. Tous les jours, il a été fait. Mais l'une des choses dont il faut tenir compte, c'est nos régimes nationaux. En Asie, les régimes sont fascistes, extrêmement autoritaires et patriarcaux, intolérants et basés sur un système de classe. La solidarité de la base a été éclatée, a été détruite. Il y a des droits qui ont été, pour lesquels nous avons lutté pendant très longtemps, qui ont reculé. Et des structures ont été modifiées. C'est un problème, vraiment problématique et très sérieux dans toute l'Asie. Les gens peuvent faire des manifestations, mais ils vont se faire frapper et ils continuent de manifester. Ils disent, votre gouvernement est autoritaire, votre gouvernement ne vous écoute pas, mais nous vous écouterons. Donc, les entreprises, le secteur privé et commercial est très malin. Ils invitent les activistes et les gens veulent être entendus. Donc, ils vont à ces forums, ils vont à ces initiatives et ils sont complètement cooptés. Il y a cette dynamique qui est aussi en place actuellement, qui est en train de se mettre en place actuellement. Et notre travail de solidarité, une partie importante de celui-ci, doit se concentrer sur ces circonstances politiques et sociales si problématiques et si compliquées. Si nous ne pouvons pas faire face à ces enjeux, je ne vois pas ce que nous pouvons atteindre au niveau des espaces multilatéraux. Merci beaucoup. Merci Chamali, Alfredo, Joseph. 2 minutes, s'il vous plaît, pour pouvoir clôturer la séance à temps. Merci. Alfredo. Nous vivons dans une économie de guerre où les plus puissants se débrouillent pour maîtriser, dominer la planète. Chaque guerre le démontre. Une augmentation de l'influence des multinationales et un nombre de plus en plus petit d'acteurs sociaux.
Dans ce processus, les paysans doivent être au centre, les paysannes doivent être au centre de la production des aliments. La lutte première, c'est au sein de nos pays, avec une reconnaissance des organisations paysannes et le renforcement et la création, très souvent, d'organisations de consommateurs. Je crois que c'est l'alliance de base pour pouvoir influencer et reprendre le contrôle du système productif vers un système alimentaire plus juste et pour tous les peuples. Gracias, Alfredo. Merci, Alfredo. Joséphine, 2 minutos, por favor. 2 minutes, s'il te plaît. Oui, bonsoir à tous. Joséphine Atangana de la plateforme des organisations paysannes d'Afrique centrale. Alors, Joséphine, me parece que perdemos tu señal. No sé si es Nous avons perdu la connexion, nous t'avons perdu, Joséphine. l'aspect sur la nécessité de Joséphine, si puede cerrar la cámara, el señal puede ficar mejor. Joséphine, si vous pouviez éteindre Oui. la caméra, s'il vous plaît, car le son n'est pas bon. Sí, por favor. OK. Alors, je disais que oui, voilà. Il y a la nécessité de la mobilisation d'une grande masse au niveau des populations pour que les populations elles-mêmes prennent conscience de la nécessité qu'elles s'impliquent dans le plaidoyer et le combat au quotidien parce que les organisations ont besoin de se faire entendre, mais de se mobiliser les médias et que toute la population ne soit pas réduite à être des consommateurs, mais aussi à être une population consciente. Donc, c'est nécessaire susciter auprès de la population le besoin de redevabilité qu'ils ont vis-à-vis des États. Le troisième point, c'est de pouvoir aussi conscientiser dans les systèmes étatiques, dans les gouvernements, un certain nombre d'acteurs publicités avec la société civile, aussi bien au niveau national, régional qu'au niveau international. Voilà un peu les 3 points que je voulais ajouter. Joséphine, por favor, conclua. Joséphine, oui, Ce qui a été conclue, dit, s'il te plaît. Muchísimas gracias, Merci Joséphine. beaucoup, depuis le Joséphine. début. Merci. Te paso la palabra, mas Zaina, je te passe la parole pour 1 minute seulement pour que nous puissions fermer l'activité en temps et en heure. Merci. Zainao? Zainao, tu m'entends? Oui, merci. Je suis Zainal de SPEI Indonésie, membre de la Via Campesina. Pour réagir à ce qu'a dit Fakri hier, je pense qu'il faut une stratégie à l'extérieur et à l'intérieur. Mais pour nous, il faut éclaircir s'il s'agit des Nations Unies ou pas. Parce que si c'est les Nations Unies au sein de la FAO, nous devons nous battre. Sinon, les multinationales gagneront. Les Nations Unies ont lancé le sommet 2023 et nous connaissons les résultats. Donc, il faut nous concentrer sur les échecs des systèmes alimentaires menés par les entreprises. Merci. Merci, Zainal. Je suis désolée
pour la pression. Et nous avons seulement 1 minute. Je voulais juste partager avec vous les informations concernant les prochains événements et résumer sur les discussions clés que nous avons eues sur nos participations ou pas au processus formel du sommet. Ici, au Brésil, il y a eu énormément de critiques des mouvements et des organisations concernant notre non-participation, car si nous ne sommes pas à l'intérieur, nous ne pouvons pas résister. Pour nous, en considérant tous les éléments dont nous avons parlé, les limites de la participation, les limitations de participation, être dehors, c'est une formation très importante de participer dans les systèmes alimentaires. On peut faire bien plus en dehors qu'à l'intérieur, à l'extérieur qu'à l'intérieur, et travailler avec nos communautés et nos mouvements. De plus, j'aurais voulu vous annoncer que le 17 juillet, nous aurons un press briefing, donc une conférence de presse faisant la demande d'un réel changement des systèmes alimentaires. Plusieurs de nos partenaires seront présents et participeront à cette conférence de presse et dont le lien apparaît sur le chat. Nous vous remercions tous et toutes pour votre participation à cette séance et espérons vous revoir très bientôt avec un enthousiasme et un dynamisme si nécessaire pour confronter ce qui se passe dans la gouvernance alimentaire mondiale, mais pas seulement sur la gouvernance des systèmes alimentaires, mais aussi sur la gouvernance du multilatéralisme. Donc, nous finissons maintenant et nous espérons vous revoir très bientôt. Merci, merci à tous. Au revoir. Gracias a todos. Merci à tous. Au revoir.